Bonjour à tous, amis de la RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un homme au parcours singulier, international et surtout baigné de marketing. Bonjour Denis Gailloux. Bonjour Béatrice. Alors Denis, quand je t'ai demandé ton intitulé de poste, tu m'as dit tout à l'heure, moi je travaille à l'engagement collaborateur. Vaste programme aujourd'hui. Donc tu évolues au sein du groupe Bell. Donc le groupe Bell, c'est une superbe entreprise familiale française, mais qui a une présence internationale énorme, puisque je crois que vous êtes présent dans plus de 100 pays. Vos marques sont un peu partout. La vache qui rit est vendue dans 130 pays. Incroyable. Et vous avez des marques bien connues. Tu parlais de Vache qui rit, il y a également Boursin, Mini Apéricube, Mini Babybel. Voilà, qui n'a pas eu un jour un Babybel dans son enfance entre ses mains. Alors, et plus récemment, Materne, Pomme-Pote. Ah oui, on en reparlera. Les fameux, pour ceux qui ont des enfants et qui donnent des goûters à la cour de récré. Montblanc, bien évidemment. Ce sont des marques familiales qui sont rentrées dans le quotidien des Français. Denis, il y a plein de choses qui m'intéressent dans ton parcours, parce que je le disais, tu as vécu international, tu as un prisme ultra marketing. Je pense qu'honnêtement, tu es l'invité que je reçois qui a la plus grosse expérience en marketing. Tu as bossé sur du produit, tu as bossé sur de culture, sur du branding, sur plein de sujets. Mais il y a une question que j'aime toujours poser, qui est: quel était le métier que tu voulais faire quand tu étais petit ? Alors, quand j'étais petit, quand j'étais très petit, je voulais être docteur-chanteur. Mystérieux. Oui, alors docteur sans doute parce que ça faisait le bien autour de soi, on soignait les gens, c'était positif. Et chanteur parce que je chantais tout le temps quand j'étais gamin. Donc docteur-chanteur, c'était mon objectif. Tout un programme. Et j'ai complètement raté. Ouais. Je ne suis ni docteur, ni bon chanteur. Bon, ça, écoute, je ne te demanderai pas de me faire un duo a cappella, je ne vais pas me risquer non plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu débutes avec des études plutôt de commerce. Tu as commencé en études de commerce, et ensuite, tu as complété ton parcours avec un MBA. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai fait une école de commerce qui n'était pas dans le top 4, et donc, j'ai senti assez vite, à la sortie de l'école de commerce, le besoin d'aller aux États-Unis pour, valoriser mes études par un MBA. À l'époque, alors on parle de la fin des années 80, donc à une époque où les écoles n'avaient pas forcément d'accord, etc. Donc je suis parti pour 2 ans aux États-Unis. Et alors, comme j'avais envie de vraiment partir loin, je suis parti à l'autre bout des États-Unis, sur la côte ouest. Dans l'Oregon. Dans l'Oregon, ça fait entre Seattle et San Francisco, pour ceux qui... Et qu'est-ce que tu en retiens de ton MBA ? Alors, il y a le label, tu le dis, c'est toujours un label qualité. Je suis pas tout de suite dans des programmes un peu Top Gun. Tu dis, OK, j'ai fait un MBA. Mais tu en retiens aussi des choses, des contacts, moi, j'en retiens surtout les aventures humaines. Enfin, ce que je retiens de tout mon parcours, ce sont les aventures humaines. Finalement, c'est ça dont on se souvient. Donc, certes, il y a eu une aventure académique, mais l'aventure humaine, elle a été extraordinaire. C'est-à-dire que moi, je suis parti là-bas avec la volonté de me fondre dans la masse. Donc, il y avait des Français sur le campus, je voulais surtout pas les rencontrer, je les évitais. Et tu étais avec plein d'autres nationalités. Et voilà, plein d'autres nationalités, donc c'était l'ouverture au monde absolument incroyable. Le dîner le soir avec une Australienne, une personne du Ghana, c'était extraordinaire. Super riche. Ouais. Et là, du coup, tu rentres en France. Et en général, après une école de commerce, un MBA, soit tu es un matheux, je caricature, attention, gros stéréotype devant, soit tu es un matheux et tu pars en finance, t'as une tête bien faite, tu vas en conseil, soit tu es un créa et tu vas en marketing. Ben voilà. Et toi, du coup, je ne suis pas un matheux. Je fais pas de raccourci, mais du coup, tu débutes en marketing. Oui. Sur une marque iconique. Voilà. Sur la vache qui rit. Sur la vache qui rit. Tu peux nous raconter ? Parce que je mangeais de la vache qui rit quand j'étais enfant et je voulais travailler sur une marque iconique. Et donc, quand je suis rentré chez Bell, d'abord j'ai démarré sur le terrain, c'est-à-dire que j'étais stagiaire marketing ou vivier marketing sur le terrain. Donc j'ai fait 1 an sur le terrain. Donc c'est une première expérience un peu. Quand tu dis sur le terrain, c'était dans le force de vente. Donc je visitais des supermarchés, des hypermarchés. Ça, c'est souvent des expériences maintenant qui sont de plus en plus. L'Oréal a aussi cette culture, tu dois passer un peu sur le terrain, et c'est là finalement où tu fais tes dents. Et oui, enfin là c'était plus de prendre conscience de finalement où vont aboutir les produits qu'on va développer par la suite.
Donc comprendre les clients, le linéaire, etc. Donc ça, c'était l'objectif. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et je suis remonté au marketing sur la marque La Vache qui rit. Et tu fais ça pendant combien de temps à peu près ? Sur la marque La Vache qui rit. Ouais. Alors je suis resté. Alors j'ai eu un parcours marketing vraiment très classique, hein, assistant chef de produit junior, chef de produit senior, chef de groupe. À une époque où Bell était organisé par technologie, donc on était un peu dans un silo. Et j'ai fait ça pendant 8 ans, ce qui est pas mal. Et à un moment, j'ai senti le besoin d'aller tester mes compétences et me mesurer à un autre type d'entreprise. Et c'est là où tu arrives chez Kellogg's. Et c'est là que je vais chez Kellogg's. Et du coup, Kellogg, gros rival ou... Non, alors Kellogg's, l'intérêt de Kellogg's, c'est sur Vache qui rit, à l'époque, il n'y avait, comme c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, mis à part les marques distributeurs, il n'y avait pas vraiment de concurrents. Donc on était un peu dans une position hégémonique sur le marché, 75 ou 80% de part de marché, etc. 75% de part de marché, donc vraiment hégémonique. Oui, complètement. Et donc, avec des cycles, je dirais des cycles marketing de promotion consommateur, etc., qui étaient de l'ordre de tous les 6 mois. Et j'arrive chez Kellogg's, où là, le cycle était de 2 mois. Donc, on voit une accélération du cycle marketing, et 2, un marché beaucoup plus concurrentiel, puisqu'on avait Nestlé en face de nous, Chocapic, etc. Et là, ça a été beaucoup plus intense, ou beaucoup plus dans la bagarre. Compétitif. Et donc, je suis arrivé donc chez Kellogg's et j'ai été pendant les premières années donc chef de groupe, et j'ai été ce que je m'appelais à l'époque, je disais que j'étais gardien de zoo, parce que je m'occupais du tigre, de Frosties, du singe Coco, etc., de l'abeille de Miel Pops. Et donc voilà, j'étais gardien de zoo. C'est comme ça que je me présentais. Super intéressant. Donc là, en fait, tu passes en gros d'une marque qui est une marque leader à tout d'un coup une marque challenger où effectivement il y a de la compétition. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ? C'était un marketing un peu différent. Américain, avec évidemment la pression du résultat au trimestre et de l'impact que pouvait avoir cette pression sur même les plans marketing, puisqu'il fallait que les investissements correspondent aux résultats qu'on voulait avoir à chaque trimestre. Et donc ça a été extrêmement formateur. Avec qui plus est, ça m'a servi plus tard. À l'époque, je suis arrivé chez Kellogg's parce que après une forte centralisation au niveau européen, beaucoup de choses étaient décidées au niveau européen. Ils avaient décidé, parce que ça n'avait pas marché, de redonner du pouvoir au niveau des pays. Et donc moi, je suis arrivé à ce moment-là. Donc j'avais une liberté d'action qui était assez forte. Après, ce sont des yo-yo. Hein. Après, ça s'est resserré, etc. Et moi, cette expérience m'a aussi servi. Parce que lorsque j'ai créé chez Bell le département Europe, le service central marketing au niveau européen. Et ensuite, je te demandais, en préparant cette émission, pourquoi est-ce que tout d'un coup, tu avais ensuite quitté tes premiers amours qui étaient le marketing, et tu m'as répondu, ça m'a marqué, on ne peut pas rester VP marketing au-delà de 40 ans. Et tu m'as même dit la punchline, on ne meurt pas en marketing. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quand je suis parti de Kellogg's, puisque après avoir été directeur marketing Kellogg's pendant quelques années, je suis revenu chez Bell. Alors, on pourra parler pourquoi je suis revenu chez Bell. Je suis très attaché aux marques, à l'entreprise, à ses valeurs, etc. Et à la famille. Et je suis revenu sur un poste qui n'était pas du marketing. Et effectivement, parce que en FMCG, on ne meurt pas en marketing, c'est-à-dire qu'on vieillit mal en marketing. Après 40 ans, on n'est plus directeur marketing. Voilà, il faut faire autre chose. Et tu arrives en business development. Voilà, j'arrive en business development. Donc là, je m'occupe, pour la zone Europe à l'époque, d'acquisition, de partenariats, alors notamment dans les pays de l'Est, puisque c'est là qu'on souhaitait à l'époque se développer. Et c'est dans le cadre de ces fonctions-là que j'ai participé à l'acquisition de Boursin à Unilever, qui était un projet super intéressant.
Donc, Et là, typiquement, quand tu fais ce type d'acquisition, toi, ton focus, c'était quoi? Est-ce que c'était te dire, je rachète à un bon coup? Est-ce que c'était, j'intègre mes équipes et elles doivent adhérer à la culture? Parce que vous êtes finalement un écosystème de marques avec des images très fortes. Est-ce que chacun a sa culture, un peu comme dans le luxe, tu prends un LVMH, chaque maison a sa culture, son DA. Est-ce que vous êtes plutôt un modèle à la LVMH ou au contraire un modèle où il y a une culture assez forte? Alors, moi, mon job à l'époque, ça a été de travailler sur le business plan d'acquisition. C'est-à-dire toutes les projections. C'est quand même matheux, hein? Oui, c'est-à-dire quand on fait du marketing, on travaille un peu avec les chiffres quand même. Et donc, c'était de travailler sur le plan d'acquisition. Et après, l'intégration a eu lieu, puisqu'on a réussi à racheter Boursin. Et l'intégration de Boursin n'a pas été si compliquée que ça, parce qu'on parlait d'une entreprise familiale aussi. Donc, c'était une entreprise. En fait, d'ailleurs, il y avait eu des liens à un moment entre... je me demande si Monsieur Boursin n'avait pas à un moment travaillé chez Bell ou fait un stage chez Bell. Enfin, il y avait eu des liens par le passé et en fait, c'était Welcome Home. C'était vraiment... Boursin rentrait dans la famille Bell de façon extrêmement logique. Incroyable. Et ça, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants finalement sur la culture de Bell, parce que tu le disais, c'est une entreprise familiale. Et tu te dis, c'est une entreprise qui a plus de 150 ans, donc qui a réussi du coup à passer énormément de générations. Donc on présuppose qu'il y a une super gouvernance, une culture qui doit être très forte. Comment est-ce que ça se déteint concrètement sur les équipes, la culture de l'entreprise? Parce que tu peux comparer avec un Kellogg américain. Toi, tu dis, quelle est la singularité finalement de la culture Bell? La singularité, je pense qu'elle vient de plusieurs choses. D'abord, c'est une boîte familiale. Et quelque part, le fait d'être une boîte familiale fait aussi que même dans nos objectifs, l'objectif va être de transmettre l'entreprise à la prochaine génération. Donc on n'est pas tellement... On est, évidemment, on regarde les résultats régulièrement, les résultats financiers, mais l'obsession ne va pas être au résultat du trimestre. L'obsession, ça va être la pérennité de l'entreprise et la transmission à la génération d'après, parce qu'elle n'est pas dans la même temporalité. Donc il y a déjà ce premier point qui change quand même beaucoup de choses dans la façon dont on fonctionne et même dans l'ambiance de l'entreprise. Après, c'est une moyenne grosse entreprise ou une petite grosse entreprise. C'est-à-dire que Bell, c'est 3,5 milliards, vendant dans 130 pays, mais étant présent avec des filiales dans 38 pays. Et mis à part les grosses filiales France, États-Unis, les effectifs dans chacune des filiales est de l'ordre entre 50 et 100 personnes. Ouais, donc ça reste limité. Les petites BU humaines. Exactement. Et donc ce sont des unités à taille humaine. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça apporte vraiment quelque chose de très, très particulier. Et puis on a ces valeurs, il y a un esprit Bell. Alors, quand j'étais VP Marketing, puisqu'à un moment j'ai été VP Marketing chez Bell, et que je voyageais dans le monde entier, et que je faisais le tour des filiales, c'était assez intéressant de voir que cet esprit, cette bienveillance, cette empathie, cette écoute, on l'a retrouvé dans n'importe quelle filiale, au Japon, en Corée, au Canada, aux États-Unis, au Maroc, en Égypte. Et c'était assez marquant de voir que finalement, il y avait ce fil rouge culturel, alors que les personnes étaient des dans d'autres pays. Et c'était assez intéressant de voir que cette unité finalement de cette culture, qui aujourd'hui se résume à 3 mots, qui ont été définis en 2014, et je faisais partie du groupe de travail qui a travaillé sur ces valeurs. Donc, et à vrai dire, on a un peu tendance à se projeter et à projeter ses propres valeurs parce qu'on fait ce genre de travail. C'est introspectif. Voilà. Les valeurs, donc bon, et les 3 valeurs, c'est Dare, Care, Commit. Et qui sont des valeurs, et notamment le Care, qui est extrêmement fort dans l'entreprise. Et tu le dis, c'est encore plus important de conserver une culture lorsque on a un groupe qui est grandi finalement par acquisition. L'enjeu, c'est réussir finalement à fédérer des équipes avec potentiellement des ADN, des marques différentes et de rester finalement un collectif. Alors moi, quand je t'entends parler, Denis, de Bell, on sent l'amour dans la voix, on sent l'attachement. Est-ce que tu peux revenir au moment où, du coup, juste après Kellogg, tu as un moment où tu fais un break
2 ans. Tu fais du consulting, tu montes ta propre boîte et tu dis ok, là t'es en solo et tout d'un coup tu te refais happer par Bell. Oui. On appelle ça, sache-le, les collaborateurs boomerang. Ils partent et ils reviennent. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, je suis pas le seul. C'est-à-dire qu'il y avait, alors c'est peut-être moins vrai maintenant. Il faudrait que je fasse le compte, mais quand je suis revenu, où il y a quelques années, on va dire, il y avait bien 5, 6 ou 7 personnes qui étaient parties et qui étaient revenues. Ce qui est assez intéressant. C'est bon signe, ouais. Oui, c'est interpellant. C'est pas forcément très fréquent. Et je suis revenu parce que d'abord parce que je faisais autre chose que du marketing, etc. Et puis parce que il y a cet intérêt pour et cet amour de nos marques, cet amour de l'état d'esprit Bell. Qui est très particulier. Et puis, une possibilité de faire des choses. C'est-à-dire qu'après avoir été chez Kellogg's, je voyais aussi, en revenant chez Bell, tout ce que l'on pouvait changer, transformer. Et je me disais, mais j'aime cette boîte, il faut qu'elle se transforme, il faut qu'elle avance, et j'avais envie de participer à ça. Et c'est là où on te confie un nouveau défi. Tu peux nous parler de ta feuille de route, du coup, à ce moment-là, quand tu rejoins Bell? Alors, quand j'ai rejoint Bell, j'ai travaillé sur les acquisitions, etc. Et après avoir fait l'acquisition de Boursin, on m'a demandé de finalement revenir au marketing. Pour mettre en place un département centralisé marketing, alors qui existait, mais qui était plus un passe-plat, un partage de best practice. Là, l'idée, c'était de mettre en place un département centralisé tel qu'il existe dans d'autres entreprises, c'est-à-dire responsable de l'innovation et donc de la gestion du pipeline d'innovation, des plateformes de communication, des grosses activations, etc., qui peuvent voyager dans plusieurs pays. Et comment s'appelait ta structure centrale? Elle avait un nom? Alors oui, je l'avais appelé la Marketing Factory. Pourquoi ? Parce que le gros risque, parce que le gros risque auparavant, c'est que ce type de département, c'est considéré comme des gens des empêcheurs de tourner en rond et qui finalement ne produisent rien. Ils font travailler les autres, mais ils ne produisent rien. Or, comme là, on allait produire des innovations, produire des activations, produire des plateformes de communication, il était, pour le marquer, j'ai appelé ça la Marketing Factory. Donc là, c'est la première fois qu'il y a une structure vraiment de tête qui est du coup rattachée au niveau monde. Et comment tu fais? Europe, dans un premier temps, et monde ensuite. Ensuite, dans un second temps. Ouais. Et tu as des marques emblématiques comme la Vache qui rit. Ouais. Comment tu as un produit de masse, comment tu fais pour les adapter aux enjeux locaux, aux cultures? Tu les customises, tu changes la recette, le nom? Alors, les recettes sont adaptées, ouais. Pas forcément en Europe, où c'est à peu près la même formule. Par contre, c'est adapté au Moyen-Orient et dans d'autres géographies. Parce que quels sont vos gros marchés? Alors, les gros marchés de Bell, c'est la France, ouais. Historique, les États-Unis, qui sont aujourd'hui une région, un continent extrêmement majeur pour nous, États-Unis et Canada, où on a des taux de croissance extrêmement forts, alors notamment avec Materne, avec les gourdes Pom-Pot, qu'on appelle là-bas Go-Go Squeeze. Et autre ambiance, autre nom. Ouais. Oui, c'est un autre nom. Et nous commençons à bien nous développer avec des taux de croissance extrêmement importants en Chine. On vient de signer un joint venture en Inde avec un gros acteur alimentaire en Inde. Et puis on a le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, qui historiquement sont des bastions de Bell, aussi parce que quand on parle fromage dans ces pays, c'est essentiellement du fromage fondu. Donc la vache qui rit est présente au Maroc depuis 70 ou 80 ans, et les Marocains sont persuadés que la vache qui rit est un produit local. C'est beau. C'est une stratégie marketing, on appelle ça, c'est glocal, non? Oui. C'est glocal, c'est ça. Oui. Quelques réminiscences de cours marketing. Et c'est à ce moment-là, Denis, que tu es basé à Londres? Non, tu l'as lancé où, la Marketing Factory? Non, j'étais basé à Paris. J'étais basé à Paris. Ensuite, je suis passé, on m'a demandé de mettre en place une organisation mondiale. À l'époque, on avait plusieurs zones. Et donc, j'ai eu 2 Marketing Factory, puisqu'en fait, on a 2 modèles. On a un modèle de pays, on va dire, de l'hémisphère nord, où nous sommes des produits niches.
C'est-à-dire qu'en France, on n'est pas dans le camembert ou l'emmental. On est mini Babybel, la vache qui rit, donc on est quand même des produits assez niches. Et puis, on a ces pays, Afrique du Nord, Moyen-Orient, où là, on est dans le cœur du marché. Donc, on est vraiment mass market. Donc, on avait deux types de marketing, deux types de politique prix, enfin, toute la politique marketing est complètement différente. Et donc, on avait 2 marketing factory. Et une fois que j'ai mis en place le deal, c'était que je mette en place cette organisation et qu'après, comme on ne meurt pas en marketing... Je me souviens, ça va rester. L'objectif, c'était de faire autre chose. Et c'est là que je suis parti à Londres en tant que directeur général. Et comment ça s'est passé, ton expérience londonienne? Du coup, immersion dans une nouvelle vie, une nouvelle culture? Ah ouais, extraordinaire. Extraordinaire. C'était une aventure très exaltante, avec une liberté d'action assez forte, dans une business unit à taille humaine, hein, on est de 60, et à un moment où la conjoncture était relativement favorable, que ce soit en termes de change, de matières premières, etc. Et donc donc les résultats ont été plutôt intéressants. Et là, j'ai pu tester pas mal de choses aussi en termes de politique RH. On parlait tout à l'heure du dress code. Bon, on a fait aussi plein de choses. Ton Friday Wear est devenu un weekly wear. Ouais, on avait un chien d'entreprise. Enfin, on a testé plein de choses. Avant que Google se mette au pet-friendly policy. Oui, ça mettait une ambiance incroyable dans l'open space. Ah, ça doit être sympa. Et du coup, tu restes à peu près pas loin de 3 ans. Ouais, 3 ans et demi. C'est ça, en charge du UK et des pays nordiques. Ouais. Et ensuite, tu bascules sur le Benelux. Après, je vais tout à fait. Je passe au Benelux parce qu'il y avait une grosse transformation à faire au Benelux. Où le business ne se portait pas vraiment très bien. Et donc, il y avait une très grosse transformation. Et là, maintenant, tu es basé à Suresnes. Ouais. Tu disais, tu es en charge de l'engagement collaborateur. Ouais. Et ce qui me marque, moi, c'est que tu as gardé ton prisme marketing. Tu me disais, voilà, moi, je fais des panels. Est-ce que tu peux nous parler notamment des panels de collaborateurs? Oui, marketing un jour, marketing toujours. Non, on reste le sens de la formule. On reste marketeur. Et en fait, je suis arrivé à Suresnes. Pourquoi? Et sur ce poste, parce que finalement, j'ai toujours travaillé sur de la transformation. Alors, transformation sur des marques, dans un premier temps, transformation d'une fonction, la fonction marketing, lorsque j'ai mis en place les nouvelles organisations, que ce soit au niveau Europe et au niveau mondial, et puis transformation au niveau business, notamment, il y avait une grosse transformation à faire en Belgique. Et comme le groupe est en réinvention, je me suis dit, il faut que et que finalement, après ces expériences, la conclusion que j'en tirais, c'était que l'élément indispensable pour réussir ce type de transformation majeure, c'était l'humain. D'où ma venue au RH. C'est-à-dire, je me suis dit, voilà, le parcours, la boucle, elle finit par se boucler lorsque l'on va travailler sur l'engagement collaborateur, puisque sans les collaborateurs, on va pas réussir. Parce que Denis, tu l'évoques, tu parles de transformation, justement, et c'est vrai que le groupe Bell, en ce moment, vit une vraie révolution. Tu peux nous en parler en quelques mots de la vision qui va être impulsée dans les années à venir? Oui, alors le groupe Bell, depuis des années, est très engagé en termes de RSE. La mission du groupe a été réaffirmée depuis quelques années comme étant fournir au plus grand nombre une alimentation plus saine et plus responsable. Et finalement, il y a 2 éléments qui milite pour une transformation, une réinvention du groupe. C'est le désir du groupe, parce qu'on est dans un temps long et de transmission de l'entreprise d'une génération à une autre génération. Et donc c'est ça l'objectif, c'est comment faire en sorte que l'entreprise soit toujours là, plus grande, plus forte, plus indépendante dans 30 ou 50 ans. Et donc, il faut qu'on s'inscrive dans ce que le modèle alimentaire sera dans 50 ans. Or, aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est qu'on ne pourra pas nourrir les 10 milliards d'êtres humains qu'il y aura en 2050 sur Terre, notamment sur des produits à base de protéines, avec la viande et les produits laitiers tels qu'ils existent aujourd'hui.
Donc il va falloir aller vers du végétal, il va falloir le faire différemment. Et donc le groupe doit suivre cette évolution-là. C'est là où on voit que c'est une transformation de business, mais vraiment une transformation culturelle également. Tout à fait. Et le deuxième point, c'est, comme notre objectif c'est d'être plus responsable, il faut savoir que l'industrie laitière, 72% de nos émissions carbone, c'est l'amont laitier. Ce sont les animaux, c'est l'élevage. Et donc, si on a comme objectif de diminuer notre empreinte carbone, il faut à un moment ou à un autre qu'on rééquilibre cette activité par une activité qui est beaucoup moins consommatrice de CO2. Et alors du coup, moi c'est marrant, ce matin je sors de la fresque du climat, où là j'ai mon éco-anxiété qui a bouvé d'un coup. Je m'arrête un peu sur les sujets RSE, parce que du coup, tu commences à l'évoquer. Depuis quelques années, on voit du coup des prises de parole sur le thème du vert. On voit aussi à l'inverse une peur un peu du greenwashing, purpose washing. Chez Côté Belle, ça fait une quinzaine d'années que vous aviez, avant l'heure finalement, avant le boom de la RSE, pris un peu position. Toi, tu as lancé un programme qui a été récompensé il n'y a pas longtemps à YouSpring, qui s'appelle le programme Actor for Good. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. Juste peut-être pour revenir sur l'engagement de l'entreprise dans tout ce qui est RSE, Antoine Fievé, 5e génération de la famille, qui a été CEO jusqu'à l'an dernier, a été de ce point de vue-là très visionnaire, puisque dès le début des années 2000, il a eu cette vision de l'importance de la RSE et de l'importance que ça aura dans la stratégie de l'entreprise. Et donc, beaucoup de choses ont été faites depuis 20 ans. Et alors, on ne le communiquait pas forcément parce que, boîte familiale, vivons bien, vivons cachés. Mais depuis quelques années, on communique beaucoup plus, ne serait-ce que parce que les consommateurs ou les citoyens le demandent d'avoir beaucoup plus de transparence sur ce que font les entreprises. Et c'est vrai qu'on avait du coup beaucoup de choses à dire. Parce que ça fait des années qu'on le dit. Vous aviez déjà des engagements qui étaient pris, qui n'étaient pas opportunistes. Et des actions qui avaient été mises en place. Alors après, à partir du moment où on veut accélérer et que tout ça s'inscrit dans la mission de l'entreprise, l'objectif, c'est de mener en parallèle une transformation culturelle et d'accompagner, d'engager les collaborateurs dans cette voie. Et donc, on a ce programme Actors for Good qui se scinde finalement en 3 parties. La première, on l'appelle I Know. C'est-à-dire qu'on donne des informations aux collaborateurs pour leur expliquer ce que c'est quels sont les problèmes du climat, etc. C'est très pédagogique. Là, actuellement, on vient de créer une alliance sur l'agriculture régénératrice. Donc, il faut expliquer ce que c'est que l'agriculture régénératrice, etc. Donc, le I Know. Mais le I Know ne suffit pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on ait un engagement beaucoup plus fort que juste connaître de quoi on parle. Et donc, on a 2 autres piliers ou niveaux. Le deuxième, c'est I Act. Et le troisième, l'ultime, c'est I'm an activist. Alors, on reconnaît quand même un sens du marketing, une forme de pyramide de Maslow inversée où tu fais C'est génial. Et I'm an activist, tu peux nous en parler ? Qu'est-ce que c'est Alors, d'abord, le I Act. Le I Act, c'est comment est-ce que on pousse les collaborateurs ou on les encourage à passer à l'action. Alors, ce qu'on fait, c'est... alors déjà, dans la partie I Know, on fait naturellement, comme beaucoup d'entreprises, la fresque du climat, puisqu'on la déploie auprès de nos 12 000 collaborateurs dans le monde. Des animateurs en interne ? Des animateurs en interne, évidemment, qui sont formés, qui ensuite animent des groupes. Et... sachant qu'à la fin de la fresque du climat, tu disais quand on en parlait plus tôt que ça avait augmenté ton éco-anxiété. C'est vrai que la fresque du climat... Elle est très sympa. Hein, si on s'arrête là... sur les conflits et la famine. Voilà, c'est ça. Ça peut être déprimant. Et donc, nous, on rajoute un module derrière, d'une heure à peu près, où on explique quelle est la stratégie RSE de l'entreprise, quelles sont les actions de l'entreprise, et comment on peut agir, comment on agit aujourd'hui, et comment les collaborateurs peuvent agir. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, on a un programme qui va avoir lieu fin juin
pour sa 2e année, qu'on appelle les Days for Good. Les Days for Good, ça dure une semaine. On organise ça avec une association, une agence qui s'appelle Unicité. Et donc, on propose aux collaborateurs de faire une action, donc sur leur temps de travail, évidemment, de faire une action RSE au sens large, donc ça peut être pour l'environnement, ça peut être sur la partie sociale de la RSE, ça peut être aller repeindre. Alors j'ai vu tout à l'heure, j'avais un meeting, donc j'ai vu la liste des associations et des activités qui seront proposées en juin. Ça peut être aller repeindre le département pédiatrique de l'hôpital Trousseau, par exemple. Et donc notre objectif, ça c'est le High Act, c'est-à-dire on pousse à l'action. Et en même temps, notre rôle, c'est de finalement, par ces actions, de mettre le pied à l'étrier des collaborateurs pour qu'ensuite, s'ils le souhaitent, ils continuent à s'investir eux-mêmes dans leur vie personnelle. Et ça, c'est le I'm an activist. C'est l'étape ultime. Ça, c'est plus la partie finalement de ta vie perso, comment toi tu deviens acteur du changement. Oui. C'est intéressant d'avoir fait finalement 2 piliers qui sont plutôt pro et quand même un perso. Oui, parce que après, c'est vraiment une démarche citoyenne. Tu dissocies pas le citoyen du collaborateur. Bien sûr. T'en fais vraiment. Bien sûr. Et donc, c'est un investissement personnel des collaborateurs. Alors, parfois sur le temps de travail, comme c'est le cas dans Days for Good, mais parfois, ça peut aller au-delà, évidemment, dans un investissement de temps sur son temps personnel. Et du coup, tu disais, il y avait aussi un autre pilier qui était l'inclusion. Vous êtes au début de l'histoire. Oui. Et tu as déjà des premières briques que tu anticipes un peu sur ce sujet, parce que la RSE, ça devient un sujet qui est incontournable. Et aujourd'hui, il y a 2 choses que regardent les Gen Z qui arrivent sur le marché du travail. Qu'est-ce que tu fais en matière de RSE ? Est-ce que tu fais du greenwashing ? Et qu'est-ce que tu fais en matière d'inclusion ? Autrement dit, est-ce que je peux être authentiquement moi-même dans ton entreprise et je vais me sentir bien ? Ouais. Donc, c'est un sujet qui est aussi regardé. Oui. Alors, il y en a un troisième, c'est l'hybrid work. C'est le travail hybride. On va en parler aussi. Après. Là, c'est le go-no-go. S'il n'y a pas de télétravail, c'est fini. Exactement. Alors, sur l'inclusion, effectivement, on n'est pas très en avance sur ce sujet. Par notre culture, on est relativement inclusif, je pense. Maintenant, il y a des pans où on n'est pas forcément très inclusif, comme des étrangers qui viennent travailler au siège. Ils ne sont pas assez nombreux, on est trop franco-français. Se sentent pas forcément très intégrés parce que les personnes font pas l'effort de parler anglais, etc. Voilà, bon, c'est pas. Mais on a des progrès à faire sur l'inclusion et sur 2 axes principaux en termes de diversité que sont le gender. Même si on est plutôt pas mal. En tout cas, vous avez des CEO, CCBE qui est quand même. Bien sûr. Et on a un COMEX, un comité de direction, qui est pratiquement à 50-50. C'est presque à parité. Ouais, qui est pratiquement à 50-50. En fait, et à un certain nombre au niveau N-2 COMEX, on est plutôt pas mal. C'est au niveau N-1. Intermédiaire. C'est le niveau intermédiaire. C'est comment on passe au niveau N-1 COMEX, et là, on a encore des efforts à faire en termes de diversité de genre. Et tu parlais du 3e point, qui était finalement l'hybrid work. Ça revient un peu à ma question sur l'équilibre de vie, comment tu t'organises, est-ce que tu as un équilibre, est-ce que vous faites un peu de télétravail, comment tu doses les choses? Alors nous, on a mis en place une politique il y a maintenant 1 an et demi, finalement assez innovante, avant tout le monde. Ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a organisé des Reconnection Weeks. C'est-à-dire qu'on demandait aux gens, déjà après les confinements, de revenir un peu au bureau pour, certes, ils avaient vu ce qui était super positif dans le fait d'être à la maison, mais on souhaitait aussi qu'ils reviennent au bureau pour voir aussi combien c'est sympa de voir les collègues et d'être dans une ambiance collective. Donc on a commencé par faire ça, et après on a lancé un process où finalement on s'est dit on va jouer la carte de l'empowerment et on va faire confiance à l'intelligence individuelle et collective des collaborateurs. À un moment où on souhaitait pousser en plus l'empowerment comme moyen de travailler avec les collaborateurs. Et donc, on a mis en place un système où chaque équipe décidait de sa propre politique de télétravail.
Donc là, c'était vraiment l'entreprise libérée. Chacun construit ses rêves. Voilà. Alors, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que on leur demandait de réfléchir, dans un premier temps, sur la base de leur expérience pendant le Covid, de réfléchir aux activités téléfragiles et télérobustes. Donc télérobuste, c'est-à-dire que voilà, ils étaient chez eux, ils pouvaient les faire sans aucun problème. Téléfragile, ça se fait pas très bien, il vaut mieux le faire en présentiel. Donc déjà réfléchir à ça. Et ensuite, on leur demandait, dans ce travail d'équipe, de prendre 3 casquettes. Évidemment, leur casquette personnelle, leur préférence personnelle. La deuxième, c'était l'équipe. Donc mais les besoins de l'équipe, de se voir à certains moments, pour certains rituels, etc. Prendre en compte les besoins de l'équipe. Et ensuite, les besoins des autres équipes avec qui ils interagissent. J'avais pensé à la rosace, tu sais, Ikigai, avec ce que tu es, ce que tu aimerais être, ce qu'on a besoin. Un peu les mêmes. Exactement. Et sur cette base-là, chaque équipe définissait sa charte de travail hybride avec un nombre de jours en fonction des besoins de l'équipe avec un jour, ils déterminaient un jour, voilà. Et du coup, les choses se sont équilibrées dans le temps. Là, vous avez un ratio un peu. Oui, mais sachant que l'objectif aussi, c'est de se dire, vous pouvez essayer pendant 15 jours, ça marche pas au bout de 15 jours, vous refaites. Enfin, oui, on n'est pas obligé c'est pas écrit, signé dans le sang. Et toi, comment t'organises un peu ton équilibre? Parce que du coup, t'es quand même quelqu'un qui travaille avec plein de fuseaux horaires un peu différents. Est-ce que tu t'es... Non, mais c'est-à-dire que moi, dans mon équipe, on a mis un jour minimum on a mis en charte d'équipe un jour minimum seulement, ce qui n'est pas énorme. C'est rien. Oui. Voilà, le jeudi, on se retrouve. 2-3 jours ou 3-2. Non, mais au final, on est tous présents 2 à 3 jours. Parce que oui, il y a un jour minimum pour l'équipe pour se rencontrer, mais on a d'autres meetings à d'autres moments, etc. Et donc, les personnes viennent naturellement. Et on retrouve finalement ce qu'on imaginait dès le départ, c'est-à-dire qu'en moyenne, on serait à 2-3 jours. Ouais, sauf que ça a été choisi, pas subi. C'est ça la différence. Ouais, c'est que ça a été choisi par les collaborateurs et ils avaient le pouvoir de le décider. C'était pas une injonction du haut. L'adhésion. Et c'est ça qui faisait la différence. Et du coup, Denis, j'arrive sur la partie un peu plus perso. On parlait hybrid work. Est-ce que toi, tu as une morning routine? Est-ce que tu es plutôt en mode BFM le matin devant le café, lecture de la presse ou déconnexion totale le matin? Non, moi j'écoute Europe 1. Je suis encore un des rares qui écoute encore Europe 1. Je n'ai rien dit. Il en faut. Voilà, j'écoute Europe 1 et c'est déjà pas mal. Oui, chacun son école. Et est-ce qu'il y a des inspirations en ce moment, des choses qui te bottent, des livres que tu as lus, des expos, des découvertes que tu nous recommandes? Ça peut être un film aussi. Hein. Alors, il y a très longtemps que je ne suis pas allé au cinéma. Depuis le Covid, je suis pas Actuellement, je regarde la série Arte sur l'enlèvement d'Aldo Moro. Très intéressant, par Marco Bellocchio. Très, très intéressant, très bien fait. Dans un autre genre, pour vraiment être complètement différent, je rattrape, parce que j'ai loupé un peu, donc je rattrape The Crown. Ah bah, qui est extraordinaire. Voilà. Quelle saison Là, j'arrive à la 4e. Lady Diana. Voilà, l'arrivée de Lady Diana. Bon. Sinon, plus professionnellement, je participe pas mal à pas mal de forums qu'on fait, de conférences, de séminaires ces temps-ci. C'est un peu de garder, toucher avec les tendances. Oui, puis surtout sur ces sujets-là, quand on parle de D&I, quand on parle d'hybrid work, de futur du travail, future of work, quand on parle de management du changement, quand on parle de transformation culturelle. Il y a beaucoup de choses, ce sont des sujets assez chauds ces temps-ci, et donc c'est très intéressant, ou de RSE évidemment, et d'engagement collaborateurs liés à ça, et ce sont des sujets intéressants. Donc, Là où tu as raison sur des sujets même comme l'inclusion, il n'y a rien de tel que finalement travailler entre pairs, comparer ce qui se fait d'une industrie à une autre, pour benchmarker un peu les pratiques et te dire ok, ça marche comme ça. Okay, là récemment, on a fait un gros benchmark sur diversité et inclusion. On a dû parler à une quinzaine ou une vingtaine de boîtes et quelques agences qui travaillent sur le sujet.
et des grosses boîtes, à L'Oréal, etc. Et c'est très intéressant. D'abord, c'est intéressant parce que sur ces sujets-là, on n'a aucun problème à échanger. C'est pas business, c'est pas... Puis tu as des cultures, tu parlais de L'Oréal, je sais pas si tu parlé à Anne-Laure Thomas ou à Margaret Johnson-Clark, mais c'est des visions parfois américaines. Tu parles à Vinci, Tanguy Belair, tu as une vision française. C'est vraiment... tu as du multiculturalisme, au contraire, une vision républicaine. Enfin, c'est passionnant, quoi. Ouais. Et nous, ça nous intéresse justement pour voir, parce que boîte franco-française, le risque, évidemment, c'est d'être très franco-français. Et donc, c'est très intéressant de voir, même en termes de gouvernance, en termes de qu'est-ce qui est fait en local, qu'est-ce qui est fait en centrale, etc. Donc, c'était très intéressant d'échanger avec toutes ces personnes. Denis, je retiens que tu gardes un œil sur les tendances en t'ouvrant à l'écosystème et en étant au contact. Oui. Merci beaucoup, Denis, pour ton super témoignage. Moi, je retiens ta punchline du jour. Marketing un jour, marketing toujours. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Denis, et à très bientôt, amis de la RH.